Bonjour et bienvenue à votre club de lecture, Le Bouquineur. Notre capsule souvenir aujourd'hui concerne Madame Martha Saint-Pierre, qui est l'autrice du livre La Dame de l'Aube. Nous l'avions reçu en 2018. Ce livre était construit de façon à mettre en lumière des propos et des témoignages sur cette femme qu'était sa mère et dont le nom est devenu une place à Victoriaville. Je parle bien sûr de la place communautaire Rita Saint-Pierre. Notre invité cette semaine, M. Claude Dupont, fondateur du premier Salon du livre à Saint-Adrien, amoureux des livres et fier défenseur de la culture dans sa région. Nous vous présentons en capsule vidéo notre rencontre avec lui qui a eu lieu dans sa résidence à Saint-Adrien. Bonjour, M. Dupont. Bonjour. Alors, vous nous avez invités chez vous. On est dans votre bibliothèque. Il y a des livres. Vous êtes un amoureux de la littérature. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes natif de Victoriaville. De Victoriaville. Vous avez fait vos études à l'Université Laval? Exactement. En arpentage, je pense. En arpentage. Donc, ensuite, vous vous êtes installé pour travailler à Ville-Saint-Laurent, où vous avez été là pendant 30 ans, je pense. 30 ans, oui, j'ai fait mes 30. J'ai fait les 30 ans obligatoires. Et pendant cette période, une partie de cette période-là, vous avez été bénévole pour les Amis de la Bibliothèque de Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené là? Une littérature sur Facebook, mais l'intérêt pour le livre, en fait, je suis un amoureux de la littérature, je suis un amoureux du livre plus que de la littérature. Okay. Alors, quand j'ai lu quelque chose sur la bibliothèque, sur une possibilité d'être bénévole puis de participer à quelque chose d'intéressant, tout de suite, j'ai mordu, je me suis rendu à l'AGA, et à l'AGA, bon, je suis rentré sur le conseil d'administration, et après ça, le bénévolat pour les grosses activités des Amis de la bibliothèque. Là, j'ai beaucoup participé. Oui. C'est un bel organisme là, qui fait, avec l'argent qu'ils font, ils organisent des ateliers pour les jeunes, les enfants dans toutes les bibliothèques. Fait que c'est de l'argent qui tourne, mais toujours en rapport à la bibliothèque. Okay. C'est un bel organisme. Puis comment ça fonctionnait? Je pense qu'ils ramassaient des livres? Ou... En fait, les bibliothèques de Montréal font leur élagage annuel. Ils font ça toujours, là, ça se fait toujours. Mais à la fin, bon, ils envoient tous leurs documents, tous leurs livres. Et c'est pas que des livres, il y a des CD, il y a toutes sortes de choses. Là. Ils packent ça, ils envoient ça dans un entrepôt. Et la semaine, c'est au printemps que ça se passe, là, la semaine où on vend ces documents-là. On rapatrie tout ça. On reclasse ça parce que c'est tout mélangé. On reclasse ça en roman français, roman anglais, littérature enfant. Il y a quelque chose comme une douzaine de classes. On remplit des tables de livres en les classant. Et quand on ouvre les portes le matin à 10 heures, il y a déjà une file d'attente qui attendent pour rentrer. Des documents à 1 $. Alors, un roman comme ça, qui se vend à 20 et à 1 $, mais un livre d'images, des beaux livres qui se vendent 100 $, c'est quand même 1 $. Fait que c'est le fun parce que ça permet à tout le monde d'avoir des livres, d'être près de la littérature pour pas trop cher. Ben oui, puis vous en avez profité pour... Pour me beubler un petit peu aussi. Puis le pire, c'est qu'après ça, j'ai continué là, mais à les payer au prix où l'auteur en profite un peu. Parce qu'on s'entend que l'auteur ne profite pas beaucoup dans ça. Par contre, la littérature devient démocratique. Fait que c'est bon pour tout le monde. Ça. Ben oui. Et en 2012, vous décidez de venir vous établir à Saint-Adrien. Vous avez construit votre maison et ça, c'est à votre retraite. Et vous êtes très actif. Donc, en 2013, vous avez été élu conseiller. Oui. Ça c'est drôle parce que ça prend une ouverture dans un village pour nommer un gars qui arrive de Montréal conseiller. Là. Et c'est ce que j'aime de mon petit village. C'est un village très ouvert, très comment dire, d'avant-garde, si on veut, là, parce que pour une petite population qui n'a pas d'industrie, on est quand même dans le culturel, Fait que c'est des facettes qui m'intéressaient. Fait que quand le maire est venu me voir et me dit « Ah, toi, tu connais ça, la municipalité, tu as travaillé pour la municipalité, aimerais-tu ça être conseiller parce qu'on a un siège vacant, puis s'il n'y a pas d'opposition, tu l'offres. » Puis je suis rentré par réclamation, effectivement, personne ne s'est présenté contre moi.
Fait que là, il y a des élections en novembre. Je entreprends mon 3e mandat. J'ai l'impression de faire de quoi dans mon village. C'est le fun. C'est de s'impliquer. Là. Je pense que ça a toujours appartenu à mon petit côté là, où il faut que j'en fasse plus. Vous vous occupez de beaucoup de choses comme conseiller, mais entre autres, les loisirs et la culture. Et vous aviez un ami qui s'appelait Michel Vézina, qui a élaboré une librairie, mais une librairie mobile, ouais. avec un bar librairie aussi. J'aimerais ça que vous nous parliez de ça. Là. Michel Vézina, je l'avais rencontré une fois à Montréal. Michel Vézina, c'est un ancien punk, un peu bourru, plus ou moins facile d'approche quand on ne le connaît pas. Quand il a commencé sa librairie mobile, c'est un camion, il appelait ça le Buvard. J'ai vu passer Facebook, il va revenir souvent, j'ai vu passer ça sur Facebook, puis il s'en allait à Saint-Camille, dans la cour de l'église pour vendre des livres. Je dis, tiens, je vais aller le revoir, je vais lui rappeler que je l'ai déjà vu quelque part, puis on s'est mis à jaser, puis j'ai dit, hey, tu fais ça ici, mais à Saint-Adrien, on a une église aussi, tu pourrais venir mettre ton camion là un samedi, puis vendre des livres. Ah, il dit, ben oui, moi, je vais faire tout l'estrie. Fait que, il vient là, on placote encore, puis là, il me parle de son projet. Il dit, là, je fais ça, mais j'aimerais une bâtisse à Gould, parce qu'il a travaillé beaucoup dans ce coin-là, lui. Fait que j'aimerais ça acheter une bâtisse là, et partir une librairie, un bar-librairie. Il dit, écoute, le jour où tu feras ça, tu m'en parleras, ça m'intéresse. Et effectivement, il l'a fait. Et effectivement, je me suis retrouvé barman, ce que j'avais jamais fait de ma vie, et libraire, ce que j'avais non plus jamais fait de ma vie. Mais c'est tellement le fun d'être un barman, de parler à des gens qui prennent leur coupe de vin et parler de littérature, parce que c'est ça que ça combinait. Alors, j'ai adoré ça. Pendant 3-4 ans que ça a duré. Là, Et suite à cette collaboration-là, vous avez décidé d'ouvrir un petit salon du livre à Saint-Adrien. OK. Ça, c'est une autre histoire en parallèle. C'est qu'à un moment donné, Michel, il me dit, « Hey, Claude, il y a des petits marchés de Noël dans ton coin. On pourrait vendre des livres au petit marché de Noël. » Moi, je dis, écoute, à Saint-Adrien, il y en a partout des petits marchés de Noël. À Saint-Adrien, en faire un, c'est faire compétition à tous les autres. On pourrait faire un petit salon du livre, juste du livre, pour offrir des livres comme cadeau à Noël. Bingo! Fait que oui, en 2015, on lance le petit salon du livre de Saint-Adrien. Michel me fournit en livres, puis il vient lui-même, là. Et j'invite des auteurs, des auteurs régionaux qu'on connaît. Alain Bergeron, entre autres, il venait à mon petit salon du livre. Quelques auteurs du coin. Ils venaient pendant 1 heure et demie, ils faisaient des dédicaces, puis ils présentaient leurs livres. C'était vraiment le fun. Et on a fait ça pendant, 5 ans. La dernière année, on a fait ça à l'église parce qu'on manquait de place. C'était très, très populaire. Et la COVID est arrivée, tout arrêté ça. Mais il y avait des gens, pas seulement de Saint-Adrien, qui venaient à ce petit salon-là? Saint-Adrien, c'est à cause de notre réputation en culture, on attire des gens de beaucoup. Bien, évidemment, toute notre MRC. Mais comme Saint-Adrien est collé sur Ram-Nord, qui fait partie de l'autre MRC, Arthabasca, Notre-Dame, bien oui, on est comme assez centralisé pour recevoir beaucoup de gens. Alors oui, on recevait des gens d'un peu partout. Là. La dernière année, on s'est même associé avec un événement à Sherbrooke qui s'appelait Littérature et autres niaiseries. Ils font ça dans un bar. Ils font de la poésie une fois par mois. Ils sortent jamais de Sherbrooke. Et Michel Vézina les connaissait bien. Et on les a fait venir au Petit Salon du Livre. On a fait un deuxième événement avec eux autres qui sont venus donner un spectacle le soir. Nous autres, en tout cas, c'est une belle histoire encore là, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, mais ça a pris fin avec la COVID. Puis comme j'ai plus de livres, j'ai plus de nouveaux livres, je peux plus vraiment faire le Petit Salon du Livre. Parce que Michel Vézina n'est plus là? Entre autres, Michel Vézina, sa librairie a fermé. C'est facile un peu à comprendre. Il y a des grandes librairies à Montréal qui ont fermé parce que c'est difficile, une librairie. Alors, dans un petit village, à Gould, même s'il y avait un créneau assez spécial, il faisait beaucoup de poésie. Il attirait beaucoup de monde, lui aussi. Mais bon, ça a été difficile. Puis il est parti en France. Puis aujourd'hui, en France, il fait la même chose. Il se promène dans un camion et il vend des livres. Il vend de la littérature québécoise en France dans un petit camion. Il a épousé une Française, c'est une bonne raison pour rester là. Mais ce qui fait que je me suis ramassé avec tous ces livres, toute sa banque de livres, pour que je puisse continuer à faire des salons du livre. Mais comme ça devient difficile de trimballer ces livres-là, de les entreposer, cette année, j'ai décidé de les donner à la municipalité pour la bibliothèque de Saint-Adrien. Alors, c'est comme un cadeau. Là, on va devoir élaguer à notre tour, garder les bons documents, en vendre d'autres, avec la vente,
financer notre librairie pour qu'ils puissent, un peu sur le modèle des Amis de la bibliothèque, là, pour pouvoir peut-être faire venir des ateliers pour les enfants. Parce que vous êtes très actif aussi à la bibliothèque de Saint-Adrien. À la bibliothèque, je ne suis pas vraiment actif. Je suis conseiller. C'est moi qui représente la bibliothèque. Donc, quand ils ont des demandes, je les supporte. Mais c'est plus ma blonde qui est bénévole. Je délègue. Il faut savoir déléguer. Ben oui, c'est sûr. Et puis, mais dans votre vie, en fonction de la littérature, il vous est arrivé plusieurs anecdotes. J'aimerais ça qu'on en parle de quelques-unes. Vous avez votre nom un petit peu modifié dans un des livres d'Alain Bergeron. Oui, Alain Bergeron lance un livre qui s'appelle Zach le petit fantôme, qui est une belle petite histoire, et ça se passe dans une école primaire. Donc, à la fin du livre, Alain nomme tous les étudiants qui vivaient avec lui à cette époque-là. Et je me présente au lancement du livre et Alain est tout content de me dire « Regarde, ton nom est à la fin du livre » et il ne l'a pas trouvé. Il était très déçu d'avoir oublié ça. Bon, peut-être un mois et demi plus tard, je reçois un petit paquet. C'est un livre d'Alain Bergeron qui s'appelle « Les petits pirates ». Puis il dit, il y avait une feuille, là. « Regarde, Claude, je ne t'ai pas oublié ce coup-là. » Et il a nommé un personnage, parce que les petits pirates, c'est tous des petits-enfants, sauf un adulte, qui est le navigateur. Puis comme Charpentier-Géomètre, la navigation, c'est un peu proche. Fait qu'il y a un bonhomme qui a nommé Dupont-le-Claude. Et il y a 13 tomes dans cette série-là. Alors, Dupont-le-Claude revient tout le temps. Et anecdotiquement, le personnage, j'en ai fait mon ex-libris. Alors, c'est un petit thème qu'il y a dans tous mes livres ici. Il y a un petit thème à la fin pour dire que ce livre-là est à moi, mais à l'image de ce personnage-là qui s'appelle Dupont-le-Claude. J'aimerais ça aussi, on en aurait pour des minutes et des minutes, même des heures, je dirais, mais j'aimerais ça qu'on revienne avec votre aventure avec Dany Laferrière. Ah, Dany Laferrière, c'est une petite histoire courte. Dany Laferrière, on va assister au FIL, le Festival international du livre. On sait que Dany Laferrière va donner une petite conférence. On se rend là, moi puis Joanne. On se rend, puis on débarque du métro, puis c'est pas bien loin, c'est dans un bar. On s'arrête à un feu rouge, et il y a quelqu'un qui nous tape dans le dos, et dit « Hey, c'est où le bar? » Je me rappelle plus du nom du bar. J'ai dit « Ben là, on s'en va là, puis on se retourne, puis c'est Dany Laferrière qui se demandait c'était où. » Fait qu'on marche ensemble, on placote, puis on se retrouve là, qui fait sa conférence, il nous dédicace des livres. Et on l'a revu plus tard dans un autre événement, il se rappelait de nos têtes, et je l'ai revu parce que Michel Vézina l'a invité au Salon du Livre, et je l'ai revu là, Dany, il ne sort jamais de Montréal, il est venu à Goules parce que c'était son ami Michel Vézina. Ça a été encore une fois une belle rencontre. Oui. Vous avez réussi à voir aussi Jean Barbe à Saint-Adrien pour un atelier d'écriture? Une autre histoire. Joanne connaissait déjà Jean Barbe parce qu'elle avait travaillé au Voir à l'époque, puis Jean Barbe était de ceux qui avaient lancé le Voir. Donc, au Salon du Livre de Montréal, il lançait non, il ne lançait pas un petit livre, mais il s'occupait parce qu'il travaillait pour une maison d'édition. Je vais le voir, je dis « Jean Barbe, pourrais-tu me dédicacer un livre au nom de ma blonde? C'est une fille que tu connais. » Fait que je dis « Ouais, c'est qui? » Je dis « C'est Joanne Gingras. »« Ah ben oui, Joanne. » Fait que là, il est tout content de me dédicacer ça. Et le lien s'est fait là. Après ça, bon, le temps passe, puis je sais pas, c'est une autre idée qui est devenue d'un autre ami, là. Puis Jean faisait ça, il faisait des ateliers d'écriture. Fait que je lui ai écrit, je disais « Hey, ferais-tu ça, un atelier d'écriture dans notre village? » Ben, il dit « Ça dépend, il faudrait qu'il y ait au moins une quinzaine de personnes. » On a ramassé 15 personnes assez facilement. On a fait ça dans notre petite boîte culturelle, la Meunerie. 15 personnes, une journée complète à apprendre comment faire un roman. Puis il y a des personnes, écoute, ça a vraiment fonctionné. Ça l'a initié quelque chose qui était vraiment plaisant. Puis bon, Jean, on continue de communiquer avec, là. Oui. Oh, on en aurait pour encore des heures, mais je suis obligée de clore l'entretien. Alors, merci beaucoup, puis bonne réussite dans tous vos projets. Je suis certaine que vous en avez encore beaucoup. Malheureusement, oui, beaucoup. Bonjour, Joanne. Bonjour. De quel livre nous parles-tu aujourd'hui? C'est un petit titre, 3, de l'autrice Valérie Perrin.
Valérie Perrin, c'est une romancière française qui est très reconnue, qui a été traduite dans une trentaine de pays. Et on la connaît bien pour Les Oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs. Alors, dans ce roman-là, c'est un roman quand même de 700 pages qui a été publié, qui a paru en fait le 31 mars 2021. Puis les thèmes sont l'amitié, l'amour, le transgenre. C'est une histoire qui est attachante, très, très mystérieuse du début à la fin. Et elle est surprenante d'actualité. Je vous dirais que c'est une lecture d'été idéale ou une lecture de vacances idéale, même s'il faut se casser la tête un petit peu. Ça débute en 2017, excusez, où une journaliste qui s'appelle Virginie, qui a un passé trouble, énigmatique, puis ça va nous prendre beaucoup, beaucoup de temps à ce que son passé se révèle. Cette journaliste doit couvrir un événement lorsqu'une voiture se retrouve dans le fond d'un lac. Et ce lac-là rappelle quelque chose à Virginie. On ne sait pas quoi et ça la ramène dans un passé en 1986. Et là, on comprend le titre, pourquoi ça s'appelle 3. C'est qu'en 1986, 3 jeunes qui sont fin primaire, ce qu'on appelle CM2 en France, là, donc la 6e année. On parle d'Adrien, Étienne et Nina, qui ont toutes un nom de famille qui se débute par B, se lient d'amitié. On ne sait pas pourquoi ce trait-là est là, mais ça revient à quelques reprises dans le roman. Donc, ils se lient d'amitié et se font... C'est une amitié fusionnelle. Prenons le terme « best friends forever ». Alors, cette amitié-là les amène à se faire une promesse, c'est-à-dire qu'ils vont quitter la province pour aller vivre à Paris, un jour les 3 ensemble, et vivre longtemps ensemble à Paris. Donc, ça, c'est en 1986. L'événement que couvre Virginie, c'est en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, entre les deux, c'est que faut savoir que ces 3 enfants, en 1986, ont des familles particulières, c'est-à-dire des familles où est-ce que, comme il y a juste un parent ou des parents absents. Nina est élevée par son grand-père parce que sa mère l'a abandonnée. Adrien est élevé par sa mère parce que son père biologique n'a pas vraiment voulu le reconnaître, même s'il demeure un soutien financier pour la maman. Et Étienne, qui vit dans une famille très confortable, très bourgeoise, même très, très, très bourgeoise, bien lui, lorsqu'il lui arrive quelque chose, bien c'est pas à ses parents qu'il va se confier, c'est souvent à la nounou qui est à la maison. Donc, on voit bien que c'est des situations familiales très particulières, puis on croit que ça peut avoir un lien sur la fusion de leur amitié. Alors, donc, l'événement qui va bouleverser la vie de Nina, c'est lorsque son grand-père adoré meurt tragiquement lorsqu'il est frappé par un chauffeur. Et Nina, ça la bouleverse tellement que son cheminement de vie, le futur conjoint qu'elle va rencontrer, l'éloigne des 2 amis. Alors, la fameuse promesse d'aller vivre à Paris ensemble semble que ça ne tiendra pas le coup. Étienne va développer une maladie et va se retrouver en soins palliatifs. Et c'est à ce moment-là que, grâce à la sœur d'Étienne, Louise, les amis vont se retrouver rassemblés à nouveau pour aider Étienne dans son passage. Et c'est là que va se révéler le passé énigmatique de notre fameuse Virginie. Et on va comprendre aussi, grâce au passé énigmatique, qu'est-ce qui est arrivé dans le fameux lac où on a trouvé l'épave de la voiture. Bien. Alors, merci beaucoup pour ce résumé qui est vraiment là, extraordinaire. Bien, merci. Bonjour Monique, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de Mathilde ne dit rien de Tristan Saul.
Bon, Mathilde ne dit rien, c'est pas le plus grand roman que j'ai lu dans ma vie. Là. On s'entend, c'est un petit roman, c'est cute, c'est amusant, ça aide à passer les journées grises. Mais moi, je vous en parle parce que je me suis prise d'affection pour Mathilde, le personnage principal. Alors, en 2005, Mathilde, c'est une jeune femme qui est une judoka. Ça, c'est important. Et je vous parle tout de suite de la période 2005, même si ce n'est pas la partie la plus importante du volume. C'est parce que ça nous aide à comprendre ce qu'est devenue Mathilde en 2019. Okay? Donc, en 2005, c'est une ex-championne de judoka qui aurait même pu faire les Olympiades, mais elle a rencontré un jeune homme dont elle est tombée éperdument amoureuse. Lui aussi, écoutez, c'était un beau couple, ils ont eu un enfant, mais malheureusement, pour Mathilde, son amoureux, c'est le genre de personne qui vous tire vers le bas. Alors là, je ne vous raconterai pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça fait de Mathilde une femme pour qui la justice est quelque chose d'absolument essentiel dans sa vie. Et lorsqu'elle devient ce que j'appelle une travailleuse sociale, là, à défaut d'avoir le titre exact, elle habite dans un quartier populaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, où se côtoient les immigrants, les gilets jaunes, et elle analyse les demandes d'aide financière qui sont faites par des gens dépourvus. Elle fait des recommandations positives ou négatives, selon les cas, et elle ne souffre absolument pas les fraudes, que ce soit de la part des demandeurs ou que ce soit de la part de ceux qui analysent les demandes. Et une bonne journée, Mathilde, elle apprend que son voisin, Mohamed, et sa femme et leur petit-fils vont être expulsés parce qu'ils n'ont pas payé depuis 6 mois leur loyer. Alors, elle demande pourquoi. Et malheureusement pour lui, Mohamed, qui est un tailleur de pierre extraordinaire, il a fait un contrat pour un riche bourgeois français. Et le riche bourgeois a déclaré que c'était mal fait, il ne veut pas le payer. Alors, Mathilde prend les choses en main et elle décide d'entrer par infraction chez le bourgeois en question et elle terrorise sa femme qui faisait le lavage et elle lui dit « Vous allez payer Mohamed, bon, etc. » Bon, bref. Et malheureusement pour Mathilde, l'homme qui l'accompagnait, parce qu'elle s'est fait passer pour un vérificateur genre Vidéotron, là. Tu sais, si je mets ça au Québec, là, ce serait un Vidéotron de ce monde. Et lui, c'est un malfrat qui est très ami avec le fils de Mohamed, qui a mal tourné, et il dit, « Moi, j'ai vu un coffre-fort, il y a de l'argent, là, on pourrait aller chercher ça. » Alors, ma pauvre Mathilde, elle se fait attraper par ces deux bandits, et ils lui disent, « Ben là, tu vas aller retourner à la maison, puis tu vas aller chercher l'argent, puis tu vas nous la donner. » Elle est obligée d'aller faire cette démarche-là, et elle sera sauvée par... Je ne vous dis pas par qui, parce que vous allez lire ce petit livre. Elle sera sauvée parce que ce livre-là, il est basé sur la fidélité en amitié. Et moi, c'est pour ça que j'ai tellement aimé Mathilde, qui est une femme sauvage, discrète, pas très peu sociable, mais quand elle aime quelqu'un, elle l'aime pour la vie et elle est prête à tout pour l'aider. Bien, merci beaucoup, Monique. Encore un livre quand même super intéressant, je trouve. Oui, c'est vraiment amusant. C'est bien. C'est très bien. Moi, je vais vous parler de la carte postale d'Anne Beuret. Alors, l'autrice est née à Paris en 1979. Elle est romancière, scénariste. Et son roman, La carte postale, a reçu le prix Renaudot des lycéens en 2021. Et il a même été sélectionné pour le prix Goncourt. Alors, l'histoire... C'est la mère de l'autrice qui reçoit en janvier 2003 une carte postale non signée, mais qui a comme seul texte les prénoms des grands-parents de sa mère, de son oncle et de sa tante. Et ceux-ci sont tous morts à Auschwitz en 1942. Ça reste là. 17-18 ans plus tard, Anne décide de savoir qui leur avait envoyé cette carte postale-là. Sa recherche l'amène 100 ans plus tôt. Et elle retrace le destin des Rabinovitch, qui sont des Juifs, leur fuite en Russie,
leur voyage en Lettonie, puis en Palestine, et finalement leur arrivée à Paris avec la guerre et tout le désastre qui s'ensuit. Elle essaie aussi de comprendre, parce que là, il y a eu, pourquoi 17-18 ans plus tard, c'est que sa grand-mère Myriam, dont les deux, le frère, l'oncle et la tante, c'était son frère et sa sœur, pourquoi elle meurt et pourquoi elle s'en est sortie alors que les autres sont tous décédés. Et aussi, elle a eu 2 mariages. Elle se demande, bon, pourquoi? Je dirais que ce roman, c'est une quête sur la signification du mot juif actuellement et quand on parle de laïcité. Parce que, bon, c'est à Paris que ça se passe, et la fille de Anne, elle raconte des propos là, à sa mère qu'elle a eus à l'école, qui lui ont été transmis. Puis là, elle se pose des questions. Comment ça se fait que juif, c'est encore un petit peu tabou, etc. Donc, elle reconstruit progressivement l'histoire familiale qui a été passée sous silence. Personne n'en a parlé. C'est quand même une quête douloureuse. Elle va demander l'aide d'un graphologue parce que elle veut analyser ce qui a été écrit sur la carte, et aussi d'un détective. Puis elle ira avec sa mère à la rencontre des gens, ou surtout des descendants, qui ont eu connaissance de ce qui s'était passé là-bas. On va découvrir ce qui s'est passé avec les biens et la maison des Rabinovitch, alors quand ils sont partis, d'un piano aussi, où est rendu le piano. Puis, même maintenant, elles ont fait face à la gêne et l'hostilité des descendants des voisins. Alors, puis, on se rend compte aussi que la déportation, la France n'a jamais voulu la reconnaître. Il y a vraiment une minutie dans la reconstitution. Les résonances entre le passé et le présent sont bien mises en évidence. C'est un récit qui est écrit avec sobriété, sensibilité, sincérité. Et ça m'a vraiment beaucoup plu aussi. C'est un livre éclairant, poignant. Et puis, pour ne pas oublier ce qui est arrivé aux Juifs aussi, là, mais de par des personnages qui sont réels aussi, c'est encore plus poignant. Oui, oui. Puis, est-ce qu'on sait qui a envoyé la carte postale? Bien sûr qu'on le sait, mais je ne vous dirai pas. Bon, d'accord. Je me fais servir ma médecine. Bien, merci à vous. Merci à toi, Monique. Alors, cette fois-ci, je vais terminer par une citation humoristique. Alors, ne jamais croire un amoureux des livres qui entre dans une librairie et qui vous dit « Je reviens tout de suite ». Bonne semaine.